Bien, bonjour à tous. Donc, on peut commencer cet atelier intitulé Système alimentaire. Donc, moi, je suis Madeleine Charrue, je suis la directrice de Solagro. Solagro est une entreprise associative qui est basée à Toulouse et on travaille à la fois sur la façon de produire de la biomasse, c'est-à-dire sur l'agroécologie, et puis sur les utilisations énergétiques de la biomasse. Et on est auteur d'un scénario qui s'appelle After 2050 et qui regarde comment les choses pourraient se passer dans l'avenir. Je vous en dirai quelques mots après. Oui, oui, bah, ça va, je sais pas. Alors voilà, on a un problème de luminosité d'écran. Et donc vous essaierez de lire et puis de toute façon les transparents seront mis ensuite à disposition, hein, ils seront mis en ligne donc vous pourrez les récupérer. Donc on a 3 petites heures à passer ensemble. Donc l'objectif est le déroulement proposé et puis après on verra parce à la fin on m'a dit, enfin il y avait un cadre très strict, puis à la fin on m'a dit mais vous faites comme vous voulez. Donc on fera comme on voudra. Mais enfin en tout cas, bon, d'abord l'objectif c'est de faire connaissance, c'est d'échanger. C'est de partager nos questions, nos analyses, nos expériences. Et alors avec 2 temps, donc un temps d'intervention. Donc je ferai une petite introduction sur on va dire sur les enjeux et principaux leviers d'action sur ces questions d'alimentation et d'agriculture. Ensuite, on aura le témoignage Bonjour Anne. De Michel Jabrin du parc naturel régional du Pilat qui nous parlera de ce qu'ils ont fait sur ce territoire à partir d'une démarche autour de Climagri. Et ensuite Jean-Claude Mensch, le maire d'Ungersheim, qui nous parlera de ce qu'ils ont fait sur leur territoire voisin, hein, de la graine à l'assiette, comment tout ça s'est mis en place. Donc ça c'est un temps on va dire sur la moitié, hein, moitié-moitié, donc ça fait 1 heure, 1 heure et demie, avec donc des interventions courtes et puis de la place pour les questions. Hein, vous pourrez interroger les différents intervenants. Et puis ensuite, on prévoyait un temps d'atelier, donc en gros se couper en 2, hein, comme on n'est pas très nombreux. L'idée des ateliers, c'est d'abord de faire un peu plus connaissance et puis surtout d'identifier collectivement ce que sont les bonnes pratiques, les bons outils, les bonnes références à valoriser, à faire connaître à tous. Hein. On est dans le cadre des rencontres des territoires à énergie positive, hein, et organisé par le réseau des territoires à énergie positive. Donc il faut que on fait du travail de réseau, là, c'est-à-dire qu'on échange et puis on se sert des bonnes expériences des uns des autres. De regarder aussi ensemble quels sont les freins, les leviers, les atouts, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que tout ça puisse se passer plus facilement. Et puis, parce que ça peut être l'objet du réseau aussi, de faire remonter des propositions. Hein, et puis, quelles sont les choses qu'il faut creuser et qu'on peut creuser collectivement. Par exemple, aux dernières rencontres était sorti le sujet de la mobilité, en disant la mobilité, c'est vraiment un problème partout et on ne sait pas par quel bout l'aborder. Donc il y a eu un groupe de travail qui a travaillé toute l'année sur ces questions de mobilité. Il en est sorti un certain nombre de fiches qui sont présentées, je crois, dans l'atelier du bas, et on a un peu avancé sur ces questions de mobilité. Donc là, un des objets de nos échanges, c'est de dire sur ces questions de système alimentaire, c'est quoi les points de blocage et sur quoi on peut éventuellement avancer collectivement. Voilà l'idée. Alors ensuite, en termes d'introduction, bon, vous n'y voyez rien, c'est pas grave. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on parle de système alimentaire alors qu'on est dans des rencontres TEPOS plutôt centrées sur l'énergie. C'est parce que d'abord, un quart de nos consommations d'énergie servent à pourvoir de notre alimentation. Alors moi je dis de la fourche à la fourchette, Monsieur Mensch dit de la graine à l'assiette, mais vous avez compris, hein, c'est quand on prend toute la chaîne alimentaire. C'est parce que aussi, quand on s'intéresse à ces questions d'efficacité, de sobriété
sur ces questions-là, c'est à dividendes multiples, hein, parce que c'est bon pour le climat, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le développement territorial, ça fait changer de modèle agricole et c'est bon pour la préservation de nos ressources. Donc globalement, c'est des sujets qui sont à dividendes positifs multiples. Donc je pense que les questions d'alimentation et d'agriculture peuvent plus être ignorées des approches territoriales de type TEPOS, PCAET, etc. Et qu'en plus l'assiette est une... Alors ça c'est un constat, mais on verra si on le partage. Mais ces questions d'alimentation sont plutôt presque plus accessibles que les questions d'énergie. Et finalement c'est une bonne voie pour entrer en transition, à la fois pour les citoyens et puis aussi pour les collectivités, pour les élus. C'est des fois plus motivant de commencer par là, et puis ça peut se permettre d'entraîner le reste. En tout cas, c'est un point de vue, et ça fait partie des choses qu'il faudra discuter et partager. Alors là c'est dommage, c'est la répartition des émissions de gaz à effet de serre tout au long de la filière. Alors vous ne voyez pas, mais en gros tout ça c'est l'agriculture, hein, la partie production végétale, la partie production animale. Donc ça fait une bonne moitié des émissions, mais tout ça c'est le reste, hein, avec les emballages, les transports de marchandises, les déplacements pour aller faire les courses, le froid chez soi, la cuisine, etc. C'est-à-dire que tout au long de la filière, il y a quand même une consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre qui est assez importante. Alors la particularité, je pense que vous le savez, des émissions agricoles, c'est que contrairement aux autres émissions dans le domaine de l'énergie, c'est pas du CO2, hein, c'est essentiellement du méthane, avec du fait des animaux, du protoxyde d'azote, pour donc 40% de l'un, 40% de l'autre, et seulement 20% de CO2. Donc ce n'est pas les mêmes gaz à effet de serre que dans le domaine de l'énergie, on ne va pas les traiter pareil. Donc les enjeux sur un territoire engagé dans une démarche TEPOS, c'est de réduire les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre, c'est d'évoluer vers des systèmes de production qui préservent les ressources, et c'est de pouvoir pourvoir à nos besoins alimentaires, évidemment, mais de laisser de la place pour des productions d'énergie renouvelable. Donc la question qu'on s'est posée à Solagro il y a quelques années maintenant, il y a 3-4 ans, c'est de savoir si on pouvait tout faire à la fois. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut produire plus proprement, nourrir tout le monde, et encore produire de la biomasse pour l'énergie? Alors la réponse est oui, mais à condition... Donc on a travaillé sur un scénario que je n'ai pas du tout le temps de vous présenter aujourd'hui, mais qui est un scénario à l'échelle de la France, qui a ensuite été décliné dans 4 régions. Donc aujourd'hui, on a des données régionales pour... alors c'était pour les 22 régions françaises, mais il faut qu'on refasse les agglomérations pour maintenant le faire pour les 13 régions françaises. Et c'est un scénario entièrement chiffré, bilanciel, sur tout ce qui est produit, consommé dans l'alimentation et dans les autres domaines. Alors les principaux résultats, c'est que c'est possible à condition de... La première condition, c'est de revisiter nos besoins, et en particulier nos consommations de viande et de lait. Bon, c'est pas une découverte, hein, mais bonjour, bienvenue. Vous savez que la production d'un kilo de viande demande beaucoup d'espace et de production d'éléments végétaux, et que l'élevage même intensif est une utilisation extensive de nos ressources, hein, et que si alors on le sait au niveau général, hein, on entend souvent que si les Chinois et les Africains se mettent à manger autant de viande que nous, on sait que la planète n'y suffira pas. Mais même à l'échelle de la France, on ne peut pas à la fois changer nos modes de production qui entraînent quand même une certaine diminution de productivité,
continuer à se nourrir comme on se nourrit et avoir les espaces de production nécessaires pour faire de la biomasse. Donc c'est le principal résultat de ce scénario. Alors, réduire nos consommations, ça passe déjà par réduire les surconsommations, puisqu'en France, on surconsomme en particulier des protéines. On mange 1,5 fois de trop, on mange 90 grammes par jour, alors que l'apport conseillé est de 52 grammes. Donc si déjà on revient simplement à nos besoins, ça baisse déjà fortement les consommations. Idem pour le sucre. Réduire les pertes et gaspillages, c'est un sujet dont on parle beaucoup aujourd'hui. Je crois que c'est 180 kilos par personne et par an de produits consommables ou recyclables qui partent dans la nature. Donc si on réduit les gaspillages, on baisse aussi nos consommations. Et puis donc la proposition sur les protéines végétales et les protéines animales, c'est d'inverser la proportion, c'est-à-dire on ne passe pas en régime végétarien. Aujourd'hui, on consomme 2 tiers de protéines animales, 1 tiers de protéines végétales. La proposition, c'est de faire l'inverse. Donc 1 tiers de protéines végétales et 2 tiers... Qu'est-ce que j'ai dit ? Donc 2 tiers de protéines végétales et 1 tiers de protéines animales. Donc avec une jolie assiette qui avait été faite par une de nos administratrices, mais que vous ne voyez pas, mais vous l'aurez sur les transparents, où on voit que c'est pas... Voilà, elle a pesé tous les aliments pour dire l'assiette aujourd'hui et l'assiette demain. C'est quand même la même assiette, il y a les proportions qui varient un petit peu. C'est bon pour le climat, c'est bon pour la santé. Et c'était le jour où j'ai fait le transparent, il y avait un article du Monde d'Alain Ducasse, qui est un grand chef cuisinier. Et donc on peut penser que c'est bon pour le goût aussi, puisque les grands chefs, on l'a vu hier soir, on a très bien mangé des produits végétaux. C'est bon pour la santé, c'est validé par les bionutrinautes. Donc il y a une grande enquête nutritionnelle depuis quelques années, pardon, je vais respirer, qui est menée pour des questions de santé. Donc il y a des cohortes de gens, il y a 200 000 personnes qui déclarent chaque jour ce qu'ils mangent, et puis on fait un lien avec leur état de santé. C'est mené par le CNRS. Et dans la cohorte, il y a des bionutrinautes, c'est-à-dire il y a des gens qui consomment bio. Et alors on s'aperçoit que vous le voyez peut-être pas là, mais en gros, leur régime alimentaire, c'est le régime qui est proposé dans After. Donc, c'est des gens, ils consomment bio, ils disent pas qu'ils mangent moins de viande, etc. Mais de fait, ils sont sur un régime qui est à peu près celui-là, et puis ils se portent mieux, ils sont moins en surpoids que les autres, etc. Bon, mais c'est pas l'objet, mais c'est bien de le dire quand même, c'est-à-dire que c'est pas des régimes, on va pas se priver, et puis on pourra plutôt mieux se porter a priori. Alors, donc les 2 conditions pour que ça marche, c'est effectivement de changer, de modifier notre régime alimentaire et puis de faire évoluer les modèles de production. Donc là non plus, on ne voit pas grand-chose, mais on a classé un peu les modèles de production sur leur mode d'utilisation du sol et leur recours à plus ou moins de chimie ou de biologie sur 2 axes. Donc en bas, vous avez l'agriculture d'aujourd'hui conventionnelle. Après, l'agriculture dite raisonnée qui fait un peu mieux. Il y a tout le produire autrement qui est là. L'agriculture biologique qui est par là. L'agriculture de conservation, donc non labour mais pas bio, qui est par là. Et l'objectif, on va dire que l'agriculture d'After 2050, elle est là. Donc l'objectif, c'est de tirer tout le monde par là-bas, sachant que l'agriculture restera diverse et multiple. Mais dans le scénario, on est 50% en bio, et enfin 40% en bio, 40% en agriculture de conservation, et puis 10% qu'on n'aura pas réussi à convaincre sur le reste. Donc changer de modèle agricole, c'est, bon, sans rentrer dans les détails, mais c'est des rotations plus longues, plus diversifiées, qui entraînent moins d'impact sur l'environnement et puis plus de résilience, c'est-à-dire moins de vulnérabilité a priori
au changement climatique. Et ça, c'est quand même un sujet qui devient important pour les agriculteurs aujourd'hui. Un élevage qui évolue vers un élevage on va dire de qualité, un peu moins intensif. Il y avait des belles photos, mais vous ne les voyez pas. Et donc, en résultat, avec After, on a une assiette plus saine, a priori plus goûteuse, une évolution de l'usage des terres. Alors, dans les hypothèses faites, on a fait une hypothèse sur la réduction de l'artificialisation, parce qu'un des soucis aujourd'hui, c'est qu'on perd des terres agricoles, environ 60 000 hectares par an aujourd'hui. On continuera à en perdre, mais on a imaginé qu'on pouvait diviser par 2 le taux d'artificialisation. C'est-à-dire qu'au lieu de perdre 60 000 hectares par an, on ne perdrait plus que 30 000 hectares. Mais ça fait partie des paris, et c'est pas gagné. De nouveaux agrosystèmes, et le tout a été fait, bon alors avec tout un travail sur le climat, les rendements du futur, etc., mais sans hypothèse de rupture majeure, c'est-à-dire qu'on a fait avec des pratiques connues et déjà développées aujourd'hui. Il n'y a pas de pari sur les OGM, sur des technologies qu'on ne connaît pas encore et qui pourraient venir et qui pourront venir. Mais tout ce qui viendra en plus améliorera la situation. Donc on a préféré faire sur des bases qu'on connaît aujourd'hui. Moyennant quoi ça peut laisser place pour des filières bois, matériaux et énergie, pour une filière méthanisation. Et la question, c'est comment engager les actions sur les territoires. Comment, alors j'espère que ça recoupe les questions qui sont sur le tableau, mais comment est-ce qu'on inclut la problématique alimentaire dans les démarches territoriales? Est-ce qu'il vaut mieux partir de l'assiette du citoyen, l'assiette de la restauration collective? Comment est-ce qu'on mobilise les agriculteurs? Les questions de climat, d'atténuation en général, ça ne leur parle pas beaucoup. Les questions de vulnérabilité, un petit peu plus, et c'est une façon d'entrer. Les questions de maintien et de développement de leur activité et de leurs débouchés aussi. Comment est-ce qu'on facilite un approvisionnement local et de qualité, et surtout, enfin, une des questions, nous, pour travailler un tout petit peu sur les territoires, la question clé, c'est comment on arrive à faire le lien entre les différentes parties prenantes et à les faire arriver à travailler ensemble, puisque c'est une des conditions sine qua non. Donc moi, je vais m'arrêter là. Et